la morsure d'un chien, c'est ce qu'on appelle un traumatisme, quoi. Donc, il y a trois, à mon avis, il y a trois aspects qui sont concernés par rapport à la morsure d'un chien. Déjà, il y a l'aspect traumatique. Donc, quand un carnivore prend un membre, ou bien en tout cas, quand il y a une morsure, il y a l'aspect traumatique. Donc, déjà, il y a un délabrement tissulaire qui se produit. Donc, c'est un choc physique. Et au-delà de ce choc physique, la personne mordue aussi peut subir un stress qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc déjà, psychologiquement, c'est une personne qui va être affectée. Donc, et maintenant, au-delà de ces deux aspects, donc l'aspect physique donc, qui concerne la morsure avec le délabrement tissulaire, le côté psychologique, il y a le dernier côté qu'on pourrait classer dans la catégorie biologique, c'est-à-dire les conséquences de la morsure. Donc, il peut s'agir d'une surinfection bactérienne, donc, ou bien parasitaire, donc, parce qu'en mordant, la salive du chien va pénétrer les tissus qui sont déjà délabrés. Donc, on peut avoir une surinfection bactérienne, une surinfection parasitaire, et malheureusement aussi, on peut avoir une surinfection virale, donc, qui concerne la maladie la plus redoutable qu'un être humain puisse attraper, c'est la rage. Les pitbulls sont redoutables par rapport à leur aspect génétique, donc c'est la puissance de mâchoire. Donc juste pour vous donner un exemple, quand on parle de puissance de mâchoire, il y a une catégorisation, donc les pitbulls, donc par rapport à la puissance mâchoire est à peu près estimée à 60 kg par centimètre carré de morsure. Donc un pitbull, il a à peu près 3 fois plus que l'homme en termes de morsure. Maintenant, après, c'est l'autre particularité du pitbull, que moi personnellement je ne considère pas comme un animal qui est féroce, mais s'il n'est pas bien éduqué, il peut quand même mordre gravement et puis s'acharner sur la morsure. On ne les appelle pas des psychiatres vétérinaires, mais quand même on les appelle des comportementalistes. Donc il y a un comportementaliste avec l'éducateur canin, donc qui lui est le spécialiste de l'éducation du chien. Donc ils vont dresser le profil de l'animal pour voir est-ce que c'est un animal qui est dangereux ou non, est-ce qu'il représente un potentiel danger ou non. Donc en gros, voilà les conditions dans lesquelles une personne peut détenir un chien potentiellement dangereux. Alors, comment faire pour éviter les accidents? Donc, je l'ai brossé un peu dans mes différents propos. Pour éviter les accidents, donc il y a plusieurs étapes. Donc, c'est depuis le jeune âge du chien. Donc, c'est-à-dire, il y a des modules que les éducateurs canins appellent l'obéissance, donc la discipline. Donc, il faut discipliner le chien. Et ça commence déjà avec le propriétaire dans les notions de assis, couché, debout. Donc, c'est la sociabilisation de l'animal. Maintenant, après, il y a beaucoup d'autres modules que les éducateurs canins délivrent. Donc, notamment une obéissance forcée, donc la marche au pas, ainsi de suite. Donc, l'essentiel, c'est de délivrer à l'animal toutes les capacités pour qu'il puisse répondre à ce qu'on attend de lui et ne pas dévier par rapport à ce qu'on attendait de lui, quoi. Donc, ça, c'est le rôle et le domaine des spécialistes de l'éducation, quoi. Donc, maintenant, si l'éducation est parfaite, en général, il n'y a pas d'accident. En général, il y a très peu ou pas d'accident. Mais si nous, en jargon vétérinaire, on dit tel maître, tel chien. Donc, c'est le maître qui conditionne le chien. Si le chien a été éduqué par un spécialiste, en général, tout se passe très bien. D'ailleurs, même les chiens sont utilisés pour la détection de drogue. Les chiens sont utilisés pour la détection d'explosifs, pour conduire les non-voyants. Donc vous voyez que pour sauver des personnes sinistrées, donc des personnes qui sont échouées en mer ou bien en montagne, tout ça, c'est les chiens qui permettent, même dans les médecines de catastrophe, le chien il est utilisé pour pouvoir rendre service là où l'homme a ses limites. Alors, quelles sont les statistiques en matière de morsure des chiens? Vous allez être surprise. Le pitbull qui est concerné, donc il arrive pratiquement largement après certaines races qui ne sont pas du tout suspectées.
Par exemple, actuellement, le berger allemand, c'est lui qui pratiquement en pole position, donc 10% des morsures de chiens. Et vraiment, encore surprise, le chien qui devait être considéré comme l'un des chiens les plus affectifs au monde, c'est lui qui concerne 9% des morsures, c'est-à-dire le labrador. C'est un chien qui, naturellement, c'est les chiens que les non-voyants utilisent pour pouvoir assurer leur mobilité, quoi. Maintenant, après, vous avez d'autres catégories comme les bergers belges malinois, les boxers. Donc, eux, les pourcentages varient entre 6% et 3%. Donc, les Yorkshire, donc, qui sont des chiens, comme on appelle communément de salon. Donc, eux, ils sont à peu près à la même statistique que le pitbull, donc à 3%. Donc, vous imaginez que le pitbull qui est incriminé, donc il ne concerne que 3% des morsures. D'autres chiens maintenant qui ne sont pas du tout incriminés, c'est eux qui ont le plus fort pourcentage en termes de morsures. Alors, merci.